évidemment, quand on reçoit Patrick Sabatier, parfois je me dis qu'on manque quand même un peu d'imagination. Ah bon ? J'imagine, parce que partout où il va, on doit lui donner ses génériques, lui parler de ses émissions, et peut-être qu'il en a ras-le-bol, qu'on lui Pas parle du tout, de... ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, ça c'était Porte-Bonheur, c'est quelle année Porte-Bonheur ? 1984 ? Et Porte-Bonheur, évidemment, il y avait la caricature qui avait été faite par les Inconnus, je crois. Il y a un sketch, c'est sur Porte-Bonheur. Non, c'était sur Avis de Recherche. C'est sur Avis de Recherche. Perdu de recherche. On voit effectivement Pascal Légitimus derrière, mais c'est vraiment drôle parce qu'ils ont retrouvé celui qui n'aurait pas dû en venir peut-être. Bon. Ne le dis surtout pas à Paul aux éditions du Rocher. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas dire à Paul, Patrick Sabatier ? Une mallette qui appartient à Emma, ma mère, c'est le prolongement du premier livre dans lequel j'apprends. Alors évidemment, c'est pour ça que vous disiez roman, récit, vous aviez raison. Dans le premier livre, moi j'apprends que j'ai un frère caché, mais je l'apprends sur le tard. Et dans le deuxième, donc le premier était plutôt le livre en hommage à Emma, et dans le second, qui est le prolongement, il y a une mallette qui appartenait à ma mère, que j'avais d'ailleurs gardée sans jamais oser l'ouvrir, parce qu'on n'ose pas ouvrir des vies comme ça qui ne sont plus là. En tout cas, voilà, elle était là, comme j'ai des photos, et j'ai la voix de mon père sur une bande magnétique que je n'ai jamais pu réécouter. Et là, j'ouvre cette mallette et il y a plusieurs photos dans cette mallette, notamment je lui avais fait connaître Julio Iglesias, elle était avec lui, Charles Trenet, etc. Et une photo de classe, une de mes photos de classe de 3e, et avec ma bande, c'est-à-dire qu'on était 6 à faire toutes les premières choses ensemble, les premiers flirts, les premières conneries, les premières cigarettes, les premiers flippers. On est en 1965 et je dis à Suzanne, qui est ma femme dans le livre, tiens, je voudrais savoir un petit peu ce qu'est devenu ma bande. Et elle me dit, écoute, tu l'as fait professionnellement, maintenant tu vas nous consacrer du temps et arrête tout ça. Bon, ok, d'accord, j'arrête. Jusqu'au moment où la photo se retourne et je reconnais l'écriture de ma mère, ne le dis surtout pas à Paul. Et là, je me dis que je veux savoir à qui ça s'adresse. Ça ne peut être qu'elle indécise parce qu'on était toujours ensemble. Ils étaient chez moi, j'étais chez eux. Et je vais apprendre quelque chose par rapport à un de ces 6. Je vais aller les retrouver. Pas tous d'ailleurs. Le livre l'explique. Et à la fin, je me rends compte que vraiment ma mère a voulu me préserver. Et qu'elle a été toujours malheureuse. Et d'ailleurs, je termine le livre en disant, comme vous, Pascal, j'ai interviewé des tas de gens cachés derrière un micro ou devant une caméra que je ne connaissais pas en leur posant les questions les plus indiscrètes. Et je n'ai jamais osé interviewer ma mère. C'est normal. Voilà, jamais j'ai posé des tas de questions à des stars. Et ces simples questions, je ne les ai pas posées à ma mère. Oui, mais Patrick, des gens qu'on ne connaît pas, on peut être d'une parfaite indiscrétion. Moi, je suis à l'antenne, je pose parfois des questions, j'oserais même pas les poser dans la vie. Mais quelquefois, il faudrait les poser. Ah oui, vous avez raison. On pourrait peut-être apprendre des choses. Pour vous dire toute la vérité, écrivez-vous, je me suis souvent interrogé sur les moments tristes que je surprenais chez elle. Elle semblait être là et ailleurs. Moi qui ai posé tant et tant de questions indiscrètes cachées derrière un micro, je n'ai jamais su lui demander pourquoi. Je n'ai jamais osé lui demander pourquoi. Mais ça, ne le dites surtout pas à Emma. Et c'est émouvant, hein, c'est un livre vraiment, qui permet aussi quelques digressions de temps en temps sur ce qu'est la vie, ce qu'a été la vôtre en tout cas. On ne s'habitue jamais à la célébrité, dites-vous. Où était-il ce jeune homme passionné de la radio, à la voix claire et au visage secret, qui avait rêvé de faire vibrer les ondes et qui était devenu en quelques années, sans y avoir été préparé, mais personne n'est jamais préparé à la célébrité. C'est vrai pour un sportif de haut niveau, il n'y a pas d'école de la célébrité, ça vous tombe dessus du jour au lendemain. Et quand on est jeune, c'est difficile. Et moi, ça doit en tout cas être perturbant. Je me souviens avoir entendu Paul Naref, il avait dit, quand je suis devenu célèbre, mes potes sont partis, c'est pas moi, c'est eux qui sont partis. Est-ce que vous, qui avez été célèbre très tôt, vous avez eu ce sentiment que finalement les autres, ils vous en veulent presque de votre réussite? Alors moi j'ai eu une chance extraordinaire, c'était mon éducation. Et je dis toujours que l'éducation c'est primordial, l'instruction aussi, l'éducation c'est vraiment essentiel. Parce que mes parents n'y croyaient pas. Donc ils m'ont dit, ça va pas durer. Ils n'y croyaient pas du tout. Et ils étaient des petits commerçants, pensaient pas que ça allait faire 1 an, 2 ans, 10 ans, 50 ans, l'an prochain. Donc, dès l'instant où j'ai commencé à être connu, ils m'ont dit, ça ne durera pas.
Oui, mais vos amis, est-ce que par exemple ils se sont écartés parce que le rythme de vie n'est plus le même? Alors, vous vos allez amis, dans des vos beaux amis, hôtels, peut-être eux ils peuvent pas y aller parce que vous êtes jeune. Non, non. Pascal, vos amis, ça fait beaucoup de gens dans vos amis. Moi, j'ai pas beaucoup d'amis. J'en ai 2, 3 qui ont toujours été là. Qui ont compris qui j'étais vraiment. C'est-à-dire, quand on est à la télévision, à la fois on est soi et pas totalement soi, puisqu'on n'est pas forcément... il y a les lumières, on est maquillé, enfin voilà, on est aussi un personnage de télévision. Donc, les gens voient ce personnage. Ils ne savent pas qui on est vraiment. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles je me suis mis à écrire la lettre, et alors que je voulais pas du tout, au départ, je disais, je vais pas faire un livre d'animateur en plus, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Et tout d'un coup, on m'a dit, non, c'est pas un livre d'animateur, faites ce que vous avez à partager aujourd'hui. Donc, après 50 ans, je dis, tiens, je peux peut-être dire des choses qui me concernent alors que je les ai toujours personnellement cachées. Je peux peut-être dire vraiment, le type que vous avez vu à la télévision, oui, c'est lui, mais en même temps, c'est pas que lui. Il y a autre chose. Et tiens, aujourd'hui, moi, je n'attends rien de la télévision. Pour moi, j'ai été super gâté parce que j'ai eu une passion, j'ai pu l'exercer. Il y a eu beaucoup de gens qui ont regardé mes émissions, on les a créées. J'étais gâté. Il y a un moment donné, il faut se dire, attends, déjà, tu as eu ta part de gâteau. T'es vraiment très content. Donc, voilà. Donc, je n'attends pas de poste, je n'attends pas d'émission, je n'attends pas de promotion, je n'attends rien que de partager des choses qui ont fait partie de ma vie. En revanche, il y a quelque chose qui est peut-être intéressant, c'est que vous avez eu un contact avec le public à travers les émissions de télé, puis maintenant vous avez un contact avec le public à travers la littérature, en tout cas l'écriture. Est-ce que vous diriez que c'est différent le rapport des gens qui viennent dans des salons littéraires? J'imagine que vous devez y aller de temps en temps, lorsque vous signez des livres. En plus, c'est toujours difficile, parce que comme vous avez une forte notoriété, peut-être parfois que le livre se vend plus que celui qui est à côté de vous dans le même salon, qui a écrit un ouvrage peut-être plus ambitieux sur le plan littéraire et puis qui n'a pas autant de public que vous. La dernière fois que j'ai fait un salon, j'étais face à François Hollande, donc il a vendu plus que moi. Hein. Oui, je peux vous le dire. Je mets pas François Hollande non plus dans les écrivains littéraires les plus importants, mais parfois ça peut arriver. Non, je crois que les gens... Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils parlent des émissions de télévision, ils passent pas les génériques, mais ils parlent des émissions de télévision. Et ils vous disent quoi? Ils me donnent ma Légion d'honneur, parce qu'ils me disent, on ne ratait aucun vendredi. Je me souviens très bien que ma mère vous regardait et qu'elle attendait ça avec impatience. Vous avez accompagné ma jeunesse, j'étais en pyjama quand on vous regardait. Donc, c'est ma Légion d'honneur, parce qu'au début, d'ailleurs, quand on dit... oh, ma mère vous regarde, ah bon, et ta grand-mère? Non, ah non. Après, on se dit, mais c'est un compliment. J'ai fait partie de la vie de millions de Français, à un moment donné, pendant des années, et je me dis que j'ai servi aussi à quelque chose, à les divertir, à leur apporter autre chose pendant 2 heures chaque vendredi. Donc, je prends ça comme un compliment, et plus qu'un compliment, on se dit qu'on a peut-être même été utile. Voilà ce qu'ils me disent. Après toutes ces années passées dans les nuages ou au-dessus des nuages, quelquefois l'avion s'est posé en douceur, écrivez-vous, sans turbulence. La route à venir est belle, sereine, loin du bruit de la foule, une route bordée d'enfants aimés. L'art d'être grand-père n'est pas qu'une poésie. Je pose mon stylo, j'écoute une de mes chansons favorites, Yesterday, de Paul McCartney. Je l'écoutais déjà en 65 lorsque j'étais élève de la 3e B. Vous étiez où d'ailleurs? Vous étiez à Neuilly, je crois. Ah, pas du tout. Ah non, j'étais dans la région parisienne, non? Dans la région parisienne, oui. Mais pas à Neuilly. J'étais pas dans une banlieue chic. D'accord, mais j'avais souvenir. En fait, moi, je veux pas dire que j'ai grandi avec Patrick Sabatier, mais j'écoutais beaucoup la télé. Je me souviens de votre 2 chevaux, qui était un vrai personnage. Quand on était RTL. Vous aviez toujours une 2 chevaux Charleston. Mais non, pas Charleston, une 2 chevaux toute simple. Enfin, vous alliez avec premier modèle. Bon, alors on voyait Bouvard qui arrivait avec sa Rolls et vous arriviez parce que vous faisiez le matin sur RTL. J'ai tout fait sur RTL. J'y suis resté plus de 20 ans, mais c'est là qu'on s'est connus, Pascal. Mais j'ai fait entre autres pendant une quinzaine d'années 8h30, 11h. Exactement, qui était la tranche majeure évidemment de la matinale. Et vous avez commencé, paraît-il, à Europe 1. Oui, me dit Fabrice Lafitte. Absolument, il a raison. 70. Oui, le week-end. Il a raison. Mais on a encore
ces enregistrements? On aurait pu... peut-être dans les archives, vous êtes dans les bandes. Alors, j'ai commencé à Europe 1 et je raconte toujours cette anecdote. Donc, ça fera 50 ans l'an prochain. Et au bout de 3 mois où je faisais le week-end, Fabrice a raison, une émission d'1 heure, après une jeune animatrice à l'époque qui s'appelait Viviane Blassel, il y a une dame qui est venue en régie, qui appuie sur le bouton de la régie. Donc moi, j'étais aveuglé par les lumières dans le studio. Je ne savais pas qui c'était. C'était la directrice, peut-être que Fabrice s'en souvient, des programmes, Michel Abraham, et qui m'a dit: ah, c'est vous que j'entends là dans les couloirs, puisque la voix passait dans les couloirs d'Europe, rue François 1er. Moi, j'étais tremblant, hein, c'était ma première radio. Oui. Avec cette voix-là, vous ne ferez jamais carrière. Et elle est partie. Oui, parce qu'à l'époque, les plus jeunes peut-être ne s'en souviennent pas, mais c'était assez humiliant. Aujourd'hui, personne ne dirait ça. Au contraire, quand un jeune arrive, tu es bienveillant avec lui, tu ne dis pas, d'ailleurs c'est parfois un handicap, tu ne dis pas exactement ce que tu penses. Si c'est très mauvais, tu dis pas à quelqu'un que c'est très mauvais, parce que le temps a changé. En plus, à cette époque-là, c'était Jean Gorini peut-être qui dirigeait la station. Siégel. C'était Siégel, il y avait Étienne Moujotte peut-être. Non, pas encore. Bon, et donc, il y avait effectivement des noms qui sont passés à la postérité. Fogiel a commencé avec vous ? Oui, Fogiel m'attendait tous les jours, il avait 13 ans, au garage de RTL, et puis il me disait je peux rentrer. Je dis, mais quel âge as-tu? J'ai 13 ans et demi. Non mais attends, mais tes parents sont au courant, tu es là? Oui. Et alors il y avait une autre journaliste RTL que vous avez connue, Dominique Martin, qui le chapeautait un petit peu, et j'ai dit, écoute, moi je veux bien que tu rentres, je veux bien te faire rentrer, mais tu vas me donner le numéro de ton père ou de ta mère, puis je vais les appeler, puis je vais leur dire quand même, parce que, attends, t'es un gamin. Donc j'étais appelé son père, qui n'est plus là malheureusement, et qui était dentiste. Je lui dis, voilà, j'ai votre fils, etc. Et moi, je veux bien le faire rentrer, mais enfin, je veux que vous soyez au courant. Et donc, il a regardé les émissions que je faisais, etc. Et quand j'ai fait avis de recherche, il a été tellement un gros travailleur, enfin, il est tellement attiré par ça, j'ai dit, allez hop, je te prends dans l'équipe. Et donc, je l'ai pris, il avait 18 ans. Mais c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que Marco a la carrière qu'il a faite. C'est parce qu'il a une volonté. En fait, il faudrait revenir sur une seule chose dans ceux qui ont une trajectoire, c'est la volonté, au-delà du talent, etc. Et au-delà même du travail, c'est la volonté. Il a envie de faire ça. Il faut bosser aussi, quand même. Hein. Oui. Moi, si j'ai un conseil à donner, enfin, j'en ai aucun, mais enfin, si j'ai une remarque à faire, bosser. On me demande souvent, mais est-ce que vous avez le trac? Et j'ai dit non, heureusement d'ailleurs. Est-ce que vous imaginez un chirurgien qui chaque jour arrive en disant j'ai peur d'opérer, vaut mieux pas. En revanche, pour compenser cette confrontation avec le micro et devant la caméra, je bosse. C'est un plaisir en tout cas de vous accueillir. Vraiment, Patrick Sabastier, puis vous êtes passé sur cette belle station bleue, donc j'espère, pourquoi pas vous écouter à la télévision ou sur une radio ces prochaines années. C'est pas dans mes projets. Hein. Tout est possible de faire une grande émission. Moi, à chaque fois que je vous reçois, j'ai plaisir à vous écouter. Donc je me dis que les auditeurs ou les téléspectateurs aussi ont ce même plaisir. Il est 12h48, à tout de suite.